Après la demande d'aide du Mali à la CEDEAO, des fausses informations circulent sur la position des forces armées de sécurité. Le capitaine Amadou Aya Sanogo, en leur nom, coupe court aux rumeurs sa déclaration juste après le sommaire. Fermeture à partir de ce jour des carrières d'exploitation artisanale et ce jusqu'à la fin de l'année. Décision prise par le ministre des Mines à l'issue d'une visite de terrain ce matin. L'anémie nutritionnelle est le thème de la chronique santé du jour. Au Mali, 80% des enfants de 0 à 5 ans en sont victimes. C'est un état pathologique dû à un défaut d'apport d'éléments constituant les globules rouges. À suivre dans notre page magazine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal à la une de l'actualité nationale. La une de l'actualité nationale reste toujours dominée par la demande d'aide du Mali à la CEDEAO. C'est en effet mardi dernier que le président par intérim a adressé au président en exercice de la CEDEAO une requête qui s'appuie sur les décisions et recommandations de l'organisation sous-régionale dans le cadre du recouvrement des territoires occupés du Nord et de la lutte contre le terrorisme. Dans sa lettre, le président Dioncounda Traoré a rappelé la complexité de la situation qui résulte de la présence dans la région de groupes terroristes tels que Al-Qaïda, Wakmi, Moujao, Boko Haram, de réseaux du crime organisé et de narcotrafiquants, la multiplication des activités criminelles et terroristes dans le nord du pays et des risques sécuritaires sur toute la sous-région commande une action concertée et coordonnée du Mali, de la CEDEAO et de la communauté internationale. Dans sa lettre, le président Dioncounda Traoré a rappelé, je cite, le déploiement d'unités de police ou de forces militaires pour la sécurisation des institutions de la transition était sans objet. La reconquête des régions du Nord reste la priorité des priorités. Fin de citation. Beaucoup de commentaires, d'avis divergents et de prises de position continuent d'alimenter les rumeurs quant à la position de nos forces armées et de sécurité. Le capitaine Amadou Aya Sanogo, au nom des forces armées de sécurité, tient à couper court aux rumeurs très souvent malveillantes. L'armée, affirme-t-il, est en phase avec les autorités de la transition. Le capitaine Amadou Aya Sanogo est au micro de nos confrères de la DIRPA. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, maliens des villes et des campagnes, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tout d'abord, je tiens à préciser que le président par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, le premier ministre, le docteur Cheikh Modibo Diarra, et ma propre personne sommes en phase. Nous nous consultons, nous nous voyons fréquemment et nous échangeons sur les grandes décisions concernant la vie de la nation. Au-delà de tout ça, je profite pour bien sûr remercier le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, pour la largesse d'esprit, la considération et le sens élevé du patriotisme qu'il a su mettre en amont pour bien sûr amener un apaisement sur le plan social. Et je profite de la même occasion aussi pour remercier toutes les Maliennes et tous les Maliens. Parce que sans votre ouverture d'esprit, sans le sentiment de dialogue, sans cette capacité d'écoute en tant que Malien, ce qui a toujours fait de ce pays un grand pays, ce qui a toujours fait de cette nation une grande nation, et nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Au-delà de tout ça, je reviens donc à la requête que le président par intérim, le professeur Dioncounda, a eu à adresser à l'organisation sous-régionale. Dans cette requête, à aucun instant, il n'est question de trop pour sécuriser les institutions en République du Mali. Le professeur Dioncounda Traoré, à son retour de Paris, il a eu à le dire qu'il fait confiance aux forces armées et de sécurité pour assurer la sécurité, bien sûr, des institutions de la République du Mali. Et il n'a fait l'objet d'aucun changement. Mais sauf qu'au-delà de ça, il a quand même demandé du matériel technique, à savoir des appareils, des outils de déminage, à savoir beaucoup d'autres de spécialistes, pour aider bien sûr les forces armées et de sécurité au Mali dans l'accomplissement de cette mission. Quant à la phase de recouvrement de l'intégrité du territoire, il a certes demandé des unités et du matériel, c'est-à-dire la logistique qui doit suivre, mais là aussi, ce besoin sera là au Mali en fonction de la réalité du moment et quand les forces armées maliennes se sentiront dans le besoin de se faire aider par des frères voisins. On ne l'a pas demandé de facto pour qu'ils viennent tout de suite, mais c'est une expression de besoin en cas. Et là aussi, c'est les services techniques maliens au niveau de vos forces armées de sécurité qui vont travailler de concert avec les autres acteurs extérieurs concernés
pour bien sûr aider vos forces armées et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Et quant aux rumeurs sur l'armée, ça fait quelques jours, ça ne va pas à Cathy, il y a ceci ou cela. Je vous dis de vive voix, chers compatriotes, vos forces armées et de sécurité sont plus que jamais comme un seul homme. Il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de problème dans les autres garnisons. Au contraire, je profite pour porter à votre connaissance que nous n'avons actuellement qu'une seule priorité, l'équipement, la formation, pour être en mesure d'être une armée capable, bien sûr, de faire asseoir l'intégrité territoriale et de répondre à vos aspirations en tant qu'armée. Quant aux interprétations, je pense que nous avons déjà fait du chemin. Depuis le moment où on parlait du retour du président ou pas, on a dépassé tout ce cap. Ne donnons pas place aux rumeurs qui peuvent fortifier encore d'autres interprétations, profitant bien sûr à des individus mal intentionnés. Je profite pour vous demander ceci. Peuple malien, hommes et femmes, enfants et vieux, des campagnes, des grandes villes, de l'intérieur comme de l'extérieur, ce que vous entendez autour concernant la vie de cette nation à l'heure actuelle n'est que interprétation malveillante de certains individus qui ne veulent vraiment pas nous laisser avancer. Je profite de vous demander, c'est maintenant ou jamais, comme un seul homme, comme une seule nation, comme un seul peuple, d'assister vos forces armées et de sécurité qui en ont maintenant besoin. Parce que quelque part, on a des frères qui nous attendent, on a des sœurs qui nous attendent, qui souffrent matin, midi et soir. Il est temps de mettre un terme à tout ce qui peut se passer comme suspicion ou autre, nous mettant encore en retard ou rendant difficile tous les efforts qui peuvent être communs pour assister vos forces armées et de sécurité pour accomplir leur mission. Je lance un appel à nos frères, à nos sœurs, à nos pères, à nos mamans du Nord, qui sont en train de souffrir dans leur chair, dans leur âme et dans leur corps au quotidien. Le silence n'est pas un oubli. Votre armée, en un moment donné, en une phase critique, avait besoin de reculer pour mieux sauter. Nous saluons vivement tous les efforts, tous les sacrifices que vous avez eu à faire depuis l'occupation jusque-là. Parce que vous vous êtes battus souvent à bras nus contre un occupant lourdement armé. Le peuple malien sera reconnaissant un jour. Et la version Bamanakan de cette déclaration du capitaine Amadou Ayassanogo juste après cette édition. Je vous l'annonçais dans les titres, fermeture des carrières d'exploitation. A échangé avec les exploitants, il leur a expliqué que l'objectif du gouvernement est de sécuriser les sites pour préserver la vie des populations. Mohamed Diarra était de la visite. Ils sont des milliers de personnes à vivre du secteur de l'exploitation des carrières artisanales. Un secteur pourvoyeur d'emploi qui est mal organisé. Le secteur est aujourd'hui victime de l'urbanisation de la ville de Bamako. Les populations construisent dans l'emprise des sites d'exploitation des carrières de façon anarchique. À peine 5 mètres les séparent des sites. Le cas de Dadabougou se passe de tout commentaire. Le ministre des Mines s'est rendu sur 3 sites dans la capitale. Le constat est amer. Les habitants s'expliquent. Cela aussi dépend aussi des autorités communales. Ils le savent très bien. Les populations ne peuvent pas quand même construire ici sans l'avoir même vraiment la mairie. C'est des individus qui passent par des carriéristes sans l'association des artisans, de la chambre des métiers et des artisans qui exploitent et qui spéculent, donc qui vendent. Conséquence des éboulements ayant occasionné des morts d'hommes. Le plus grave est celui survenu le 19 octobre à Sikroni, bilan 4 morts. Une personne aurait perdu la vie aussi à Taliko à la suite d'éboulements il y a une semaine. Une situation qui ne saurait perdurer. Nous allons voir avec le service de l'urbanisme quelles sont les dispositions appropriées qu'il faut prendre pour arrêter ces constructions sauvages. Ça ne peut pas continuer. C'est pourquoi, à partir de ce lundi 10 septembre, le gouvernement décide de prendre ses responsabilités. La première décision que nous avons prise par rapport à cette situation, c'est de fermer tous les sites de façon temporaire jusqu'en décembre. Parce que vous savez, cette année, il y a eu beaucoup de pluie pour éviter des éboulements et pour éviter des catastrophes et des pertes en vies humaines. Il faut prendre d'abord des mesures pour préserver des vies, ensuite penser aux problèmes d'emploi et de chômage. La population vraiment s'accroît de jour en jour. Donc il est évident maintenant qu'on sait ça maintenant, qu'on leur donne encore une place ailleurs.
Une mesure drastique sagement accueillie par les exploitants de carrière et les populations riveraines. Mais d'ores et déjà, force doit rester à la loi, question d'éviter les erreurs du passé. Car comme le dirait l'autre, la vie humaine est sacrée. Autre question préoccupant le gouvernement, comment les directions régionales du développement social sont-elles impliquées dans la gestion des populations déplacées du Nord? La question était au centre de la rencontre du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées avec les directeurs nationaux et régionaux du développement social, de la protection sociale et de l'économie solidaire. Une rencontre qui vise également à renforcer les capacités pour une maîtrise parfaite des actions du département. Daouda Sidiki Diarra. La crise actuelle qui sévit dans notre pays ne laisse personne indifférent. Pour soulager les populations de leurs souffrances, le département en charge de l'action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées adopte une stratégie en venant à l'écoute des directeurs nationaux et régionaux du développement, de la protection sociale et de l'économie solidaire. Une rencontre d'échange autour de l'encadrement et de la gestion des populations déplacées. Cette rencontre, nous l'avons voulu initialement d'abord par rapport au support de collecte que nos directions régionales utilisent pour qu'il y ait une harmonisation et une bonne maîtrise de la situation sur le terrain. Aujourd'hui, il est bon de faire aussi le point par rapport même à l'implication des directions régionales dans les commissions de crise. Au cours de cette séance de travail, chaque directeur a fait le bilan de ses activités par une présentation et a évoqué ses contraintes et ses attentes. Occasion pour les ministres d'inviter ces directeurs à plus de réflexion pour la gestion et l'encadrement de nos populations déplacées du Nord. Il y a des points à améliorer, c'est ce que nous appelons les points faibles. C'est d'abord le rôle de leadership que chacun doit jouer, parce que quand on a affaire à une multitude de partisans, d'acteurs, qui chacun a ses préoccupations, quelque part il faudrait que quelqu'un puisse assurer le leader. Et ceci pour faciliter la coordination et le suivi de la planification, parce qu'on risque de se retrouver, et des cas sont apparus, qu'il y a des personnes qui ont bénéficié de l'appui 2 ou 3 fois alors que d'autres n'en ont pas eu. Un pas vient d'être franchi pour mieux encadrer et gérer nos populations déplacées qui en ont tant besoin. Le Royaume des Pays-Bas vient de mettre à la disposition de 4 consortiums d'ONG évoluant dans les secteurs de l'éducation et de la santé une enveloppe de 6,7 milliards de francs CFA. Cette aide renforcera la qualité de l'offre des services sociaux de base. Il sera mis en œuvre dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Abdrahman Meiga pour les détails. Par ces différentes appositions, le Royaume des Pays-Bas met à la disposition du Mali une enveloppe financière de 6,7 milliards de francs CFA destinée à consolider les acquis de 2 projets phares initiés par le Mali. Il s'agit du projet d'investissement du secteur de l'éducation et du programme décennal de développement socio-sanitaire. Ce programme d'appui au développement de l'éducation et de la santé sera mis en œuvre dans 5 régions du Mali et le district de Bamako. À travers ce financement, le Royaume des Pays-Bas ambitionne renforcer la qualité des services sociaux de base dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Nous voudrions respecter que la coopération au développement des Pays-Bas encourage la décentralisation comme levier du développement local et la participation citoyenne. Ensemble, ces 4 consortiums bénéficiaires vont travailler pour relever des défis prioritaires dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Exemple, le renforcement de la synergie entre l'État, les partenaires et les organisations non gouvernementales évoluant dans le secteur, le renforcement du contrôle par la population de la qualité des services rendus par les services sociaux de base et enfin le renforcement de la dévolution préconisée au Mali. Nous devons continuer à travailler en complémentarité et en synergie avec tous les partenaires pour mieux répondre aux enjeux et aux attentes des populations maliennes. La mise en œuvre correcte des activités inscrites à l'agenda de ce programme permettra au Mali d'atteindre les objectifs escomptés, qui sont le renforcement et la consolidation des acquis des domaines de l'éducation et de la santé, tout en assurant la mise en œuvre correcte des plans opérationnels de projets de développement socio-économique et culturel des collectivités territoriales. Actualité hors de chez nous avec la vente des cahiers au Cameroun en cette veille de rentrée scolaire. Les parents misent surtout sur les cahiers importés qui viennent souvent avec quelques leçons de maths ou de géographie, contrairement à la fabrication locale qui en plus est vendue plus cher.
Avec la période de la rentrée scolaire, les vendeurs de cahiers ont le sourire. Surtout lorsqu'ils vendent des cahiers importés qui ne manquent pas d'imagination pour attirer enfants et parents. Nous nous focalisons un peu sur les cahiers importés parce qu'il y a une variété de couleurs qui peut amener les enfants à revenir sur leur leçon. Alors que nos cahiers traditionnels n'ont pas d'animation sur les couvertures. Entre un cahier avec le drapeau camerounais en couverture et les visages de footballeurs comme Cristiano Ronaldo et Didier Drogba, le choix est vite fait. Sans compter le prix, ils sont moins chers que les cahiers fabriqués localement. Généralement importés d'Asie, ces fournitures à bas prix ont été achetées en très grande quantité et leurs fabricants ont obtenu les droits pour mettre en couverture le visage des stars internationales. Mais depuis un an, de nouveaux visages sont apparus sur les cahiers des écoliers camerounais. Mère Teresa, Sainte Joséphine ou les évêques du Cameroun. La maison catholique Macacos s'est lancée dans la production de cahiers. Elle a sa propre imprimerie et en 2011, elle a sorti 100 000 exemplaires de cahiers à l'effigie des hommes d'église. Cette année, elle renouvelle l'opération. Notre ambition n'est pas de faire concurrence aux fabricants de cahiers traditionnels ou à ceux qui vendent des cahiers, non. C'est simplement d'apporter ce petit plus que l'Évangile apporte aux hommes, tout simplement. Ces cahiers d'église auraient la faveur des parents. Les enfants, eux, ont trouvé l'argument. Avoir une star sur son cahier donnerait envie de mieux travailler à l'école. L'actualité dans le monde en bref et en images nous amène en Afghanistan, Grèce avec la crise économique et aussi en Russie où vient de se tenir la rencontre Asie-Pacifique. Mais avant, voyons du côté de Hong Kong où se sont tenues les élections législatives. Élections législatives à Hong Kong. Après avoir remporté 60 sièges sur 70, le camp pro-Pékin garde la haute main sur le Parlement hongkongais. Pour la première fois, la moitié des députés étaient élus au suffrage direct. Mais le camp pro-démocrate n'a pas effectué la percée électorale attendue. L'opposition conserve néanmoins un droit de veto sur les travaux constitutionnels du Parlement. La prison de Bagram transférée aux autorités afghanes. Les Américains ont remis dimanche plus de 3100 prisonniers à la police militaire afghane, parmi eux des membres présumés de la rébellion talibane et d'Al-Qaïda. La récupération de la base de Bagram était une des conditions posées par le président afghan Hamid Karzai pour accepter de signer un partenariat stratégique avec les États-Unis. Fin du sommet réunissant les 21 pays de l'APEC, le forum de coopération économique Asie-Pacifique, s'est tenu ce week-end dans la ville russe de Vladivostok. Vladimir Poutine a prôné dimanche un rapprochement de la Russie avec la région Asie-Pacifique qui représente 55% du commerce mondial. Le président russe a dans le même temps critiqué l'Europe, évoquant notamment le conflit en cours avec le géant russe Gazprom sur le prix du gaz. Les autorités grecques recevaient lundi les créanciers de l'Union européenne, du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne. La Troïka est venue demander 11 milliards d'économies dans les dépenses publiques, des réductions du nombre de fonctionnaires, des montants des retraites et des prestations sociales, une condition pour le déblocage d'un nouveau prêt de 31 milliards d'euros à Athènes. En 5e région, une mission conjointe de supervision de la campagne agricole 2012-2013 de la Direction générale de l'Officerie Mopti et de la Direction régionale de l'agriculture de Mopti vient de sillonner certaines zones de l'Officerie Mopti. L'objectif de la visite était de mieux apprécier les dispositions prises pour le bon déroulement de la campagne. Le compte-rendu de Jules Sambou-Sissoko. Dans la zone ORM nord et sud de visiter, le constat est très impressionnant. Des parcelles au stade de talage montaison et des repiquages en bon état s'étendent à perte de vue. Par contre, dans la zone de Sofara, le constat est triste. Aujourd'hui, le casier des Sines est totalement sinistré avec 1500 hectares. Le casier de Bougoula, 1600 hectares sinistrés. Et je tiens à dire, ces deux casiers n'ont rien récolté l'année dernière à cause de la sécheresse. Les autres pertes se répartissent entre Perempé, Soufourlaï, Ouronema, Thibault et Trokoro. Les objectifs d'emblavure
était fixé dans l'ordre de 45 000 hectares, contre 44 000 l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes à 82,5% de taux de réalisation contre 74,4% l'année dernière. Ça, c'est le système de riziculture. Par rapport aux cultures chasses, les objectifs d'envergure étaient de 38 000 hectares. Et le taux de réalisation aujourd'hui, nous sommes à 99% contre 93,98 l'année dernière. Pas une étape sans des échanges francs et directs avec les producteurs pour évoquer certaines difficultés et préoccupations. L'année dernière, les partenaires financiers nous ont beaucoup assistés. L'enveloppe qui a été donnée de 2010 à 2011 est passée de 11 millions à 366 millions. Certaines organisations ont totalement payé leurs dettes. Mais nous sommes aujourd'hui devant un blocage dû au fait que les fonds qui ont été domiciliés au PADER, ces fonds, une fois le PADER arrivé à terme, devaient revenir à l'officerie. Et ces fonds aujourd'hui font l'objet de blocage au niveau de la BMS. Ça a été évoqué par les producteurs. Les producteurs ont également salué les autorités du Mali pour les efforts consentis malgré la situation que connaît notre pays. On retient la fourniture des semences à temps et la subvention des intrants. Actualité sportive avec du football féminin et l'AS Mandé de la commune 4 qui est la nouvelle championne du Mali. Elle a remporté le trophée devant l'AS Real de Bamako 3-1. C'était hier au stade Omnisport Modibo Keïta sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Assa Soumaré, pour le compte-rendu. Les finalistes sont l'AS Mandé de la commune 4 en jaune et l'AS Real de Bamako. Après le coup d'envoi du ministre de la Jeunesse et des Sports, Hamey Founé Mahal Madan, la hiérarchie a été respectée. L'AS Mandé n'a pas failli à sa mission qui était de battre absolument l'AS Real après avoir raté le championnat du district. 20e minute, un but de Massaba Doumbia de la tête suite à un corner de Fatmata Diarra et un autre de Bassira Touré à la 24e minute était suffisant pour les filles du Mandé de déstabiliser l'équipe de l'AS Real, pourtant très volontaire et généreuse dans l'effort. Piquées au vif, les joueuses du Real jettent toutes leurs forces dans la bataille en sauvant l'honneur par leur attaquante vedette Kébé Traoré à la 32e minute. 2-1, c'est le score à la pause. Après les vestiaires, pour donner du sang neuf, les deux formations procèdent à des changements et refont surface. À 3 minutes de la fin, suite à une belle combinaison avec l'incontournable Fatmata Diarra, Bassira Touré va signer son doublé, le 3e but. Score final 3-1 pour l'AS Mandé qui vient de remporter le trophée de la 2e édition de la Coupe du Mali après l'USFAS. C'est notre première coupe depuis très longtemps. C'est ce que j'avais dit, si je gagne la coupe, vraiment. Et dans les cas échéants, je ne fais que féliciter mes jeux. On avait raté le championnat, mais j'ai dit aux jeux, rien n'est perdu, rien n'est fait. Cette finale, c'était vraiment notre objectif. À l'heure des récompenses, l'AS Real se contente de la médaille d'argent et l'AS Mandé la médaille d'or plus le trophée. La meilleure joueuse de cette finale a été Fatmata Diarra de l'AS Mandé. Elle a reçu un téléphone portable offert par Orange Mali, plus un ballon et une enveloppe symbolique de la part du ministre de la Jeunesse et des Sports. En tout cas, une très belle finale qui a été accompagnée par la prestation des artistes. Félicitations aux filles de l'AS Mandé. Sport et paix, le marathon du flambeau de la paix et de la solidarité est arrivé à Ségou. Le marathonien Mamadou Kamara a parcouru la distance Bamako-Ségou en 5 jours. Il a été accueilli ce lundi par les autorités régionales et un grand public de Ségou Kandesila. De Bamako à Ségou, il a fallu 5 jours de marche à Mamadou Kamara pour couvrir les 240 km, la distance séparant ces deux localités. À la place de l'indépendance, les autorités régionales, les chefs de services et autres responsables de la société civile ont tenu à réserver un accueil triomphal à ces porteurs du flambeau de la paix et de la solidarité de Caille vers Kidal.
Donc chaque jour, je fais 42 km. Souvent, je peux aller au-delà. Le message que moi, je peux lancer à la jeunesse malienne, il faut qu'ils sortent massivement pour que cette intégrité territoriale, moi, je demande la paix. La paix dans notre pays, la paix n'a pas de prix, De Kayes à Kidal, sur le parcours long de 2155 km, Mamadou Camara entend porter le flambeau, symbole du lien d'espoir de paix pour l'ensemble du peuple malien meurtri et martyrisé par la situation sécuritaire du pays. Une situation qui exige le sens élevé de patriotisme de tout un chacun, d'où la symbolique de ce calumet allumé par la génération malienne consciente. Permettez-moi de saluer cette heureuse initiative de génération malienne consciente, regroupement de plusieurs dizaines d'associations. Madame la Présidente, trouvez ici l'expression de notre adhésion à cette symbolique et notre accompagnement sans faille, car le flambeau porté n'est autre que la flamme du patriotisme. Le moins qu'on puisse dire est que la charte de l'espoir bénéficie du soutien et de l'accompagnement nécessaire de toute la population ségovienne pour l'étape de Mopti. Bonne suite à Mamadou Camara, et la chronique santé du jour parle de ce qu'on appelle l'anémie nutritionnelle, un état pathologique dû à un défaut d'apport de certains éléments constituant les globules rouges. Dans notre pays, le manque de fer est l'insuffisance la plus évoquée. Selon les statistiques, environ 80% des enfants de 0 à 5 ans ont des problèmes d'anémie nutritionnelle. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Dambé. En médecine, on parle d'anémie quand le taux sanguin d'hémoglobine est bas. Le taux bas de cette substance qui permet de transporter l'oxygène dans le sang est causé par un manque de fer dans 90% des cas et fait partie des causes du manque de sang chez l'individu. Mais il y a principalement 3 causes à l'anémie. Première cause d'anémie qu'on doit craindre, c'est vraiment un défaut de fabrication même du globule rouge au sein de la moelle osseuse. Et la seconde, ce serait un saignement, une hémorragie quelconque. Et la troisième cause, c'est une hémolyse, c'est-à-dire une destruction du globule rouge déjà formé. Quand même, souvent, il y a une association possible entre les causes chez un même individu. Quand une anémie est liée à un besoin nutritionnel non satisfait, on parle d'anémie nutritionnelle. Il s'agit d'un état pathologique lié à l'absence d'éléments constituant les globules rouges comme le zinc, le fer, la vitamine B12, l'acide folique. Les manifestations chez l'enfant peuvent être la pâleur qu'on va sentir, mais surtout il faudrait noter une asthénie, un enfant qui est très fatigué, qui a un rendement scolaire qui n'est pas bon, qui a un défaut de croissance, c'est-à-dire une cassure de la courbe pondérale qui ne grossit pas de façon convenable. Cet enfant peut aussi avoir des troubles comportementaux, notamment des troubles de comportement alimentaire. C'est des enfants qui vont se mettre à manger les chiffons, à manger des bouts de papier, à manger du ciment ou à vouloir racler des peintures des maisons pour pouvoir satisfaire leurs besoins alimentaires, entre guillemets, qui n'est pas en fait un besoin alimentaire qui traduit une carence. Donc, en ce moment, c'est les enfants qui vont être souvent sujets aussi à des infections. Quand il y a une anémie nutritionnelle, il peut y avoir une sensibilité élevée à développer certaines infections. Et ces infections, quand elles ne sont pas prises en charge, ça peut amener d'autres problèmes. L'anémie qui peut avoir des causes infectieuses affecte tous les groupes de la population, mais c'est chez les enfants qu'elle inquiète le plus, surtout quand elle est aggravée par l'association des causes infectieuses et nutritionnelles. Au Mali, environ 80% des enfants de moins de 5 ans ont une anémie nutritionnelle selon la dernière enquête démographique et de santé datant de 2006. Il faut aussi faire part à l'enfant des aliments qui sont riches en fer, notamment dans notre situation, on peut citer le soumala. Donc c'est un aliment qui est très riche en fer. Et il y a aussi la viande rouge qui peut être conseillée à un certain âge.
notamment les abats qui sont riches en fer et aussi le haricot qui est aussi un aliment qui est riche en fer, qui est abordable dans notre situation. Il faut surtout mettre les mots sur l'alimentation de l'enfant, mais surtout sur la diversification alimentaire. C'est-à-dire que l'enfant ne soit pas à un régime monotone. Il ne faut pas que ce soit seulement de la farine, de bouillie qu'on lui donne, mais il faudrait aussi apporter des aliments riches en fer, que ce soit des aliments riches en fer d'origine animale, donc c'est la viande et tout ce qui s'ensuit, le foie des animaux par exemple, mais aussi les aliments d'origine végétale qui sont aussi riches en fer. En plus des différentes causes de la malnutrition, la période de diversification de l'alimentation du bébé après les 6 mois de l'allaitement exclusif au sein de la maman peut être une période de descente dans l'anémie nutritionnelle. Quand les mamans se plaignent en disant elle n'accepte rien, bon, elle n'accepte rien, mais il faut chaque fois donner la même chose en répétant. L'enfant finira par accepter, mais aussi en changeant la manière de faire et surtout souvent ne pas oublier de commencer à goûter ces aliments avant de présenter aux enfants, parce que les enfants c'est aussi des adultes en miniature, ils savent observer. Donc quand vous préparez de la soupe, quand vous préparez de la bouillie ou n'importe quel aliment à donner à un enfant, il faut avoir aussi la latitude de goûter devant lui pour qu'il voit comment on doit faire, et puis voilà, il finira par accepter. L'anémie nutritionnelle en tant que telle n'est pas une cause de consultation dans les grands centres hospitaliers du Mali. Ce sont plutôt ses conséquences qui le sont, comme l'hypersensibilité de l'enfant aux infections. Un paludisme ou une infection respiratoire sur fond d'anémie est plus grave. Si c'est au médecin de diagnostiquer une anémie nutritionnelle, c'est à la famille d'adopter les conditions alimentaires adaptées à l'âge de l'enfant et qui satisfont tous ses besoins. Parmi les signes qui peuvent alerter le médecin, la géophagie chez l'enfant, c'est-à-dire la tendance à manger de la terre, nous signale Tchessira Dambélé. C'est tout pour cette édition. Ayons une pensée pour nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Restons de cœur et d'action avec eux. Merci et bonsoir.